Merci, bonsoir à tout le monde. Alors oui, c'est Simone Veil avec un V et pas un W, même si j'aime beaucoup l'autre. Voilà, donc on va peut-être ce soir dire des choses que certains d'entre vous connaissent un petit peu. Il y aura aussi un peu le temps de prise de parole si vous le souhaitez. Je vais vous dire d'abord pourquoi j'ai été amené à m'intéresser à Simone Veil. Après, j'essaierai de retracer assez rapidement sa vie. Je crois que c'est sa vie qui parle beaucoup aux gens d'aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai appelé aussi après les combats, les défis, les questions qu'ont pu être celles de Simone Veil. Et je vous dis tout de suite que je parlerai essentiellement de deux questions qui m'importent. Je dirai un peu pourquoi aussi. La première d'entre elles, c'est la question de la mémoire de la Shoah. Donc comment aujourd'hui faire un enseignement, une sensibilisation à ce qui s'est passé au XXe siècle et porter véritablement ensemble la question aussi peut-être du travail qu'on a à faire les uns et les autres pour voir véritablement d'où on vient et les choses difficiles qu'il a fallu traverser. Et puis le deuxième axe que j'ai privilégié, mais après le reste on pourra en discuter bien entendu, ça sera plus sur ce qui nous attend, mesdames, messieurs, les prochaines élections européennes au mois de mai. Et je crois, on a déjà engagé le travail avec un certain nombre d'amis, important de resensibiliser aussi à ce qu'a voulu Simone Veil et bien d'autres pour l'Europe. Pour pas qu'on se trompe non plus dans ce qui va advenir. Donc on m'a dit à midi, quelqu'un m'a dit Jean-François, tu ne parles que des morts. Ben non, je parle aussi de ce qui m'importe et puis de ce qui vient. Voilà, de ce qu'on aura peut-être aussi à reparler ensemble dans les mois qui viennent. Magali ne l'a pas dit, mais il y aura aussi un grand débat sur l'éthique ici, la question de bioéthique. Ça, je vous invite tout de suite à prendre la date au mois de mars, parce que c'est vraiment important aussi qu'on réfléchisse ensemble à ces questions-là. Réfléchir ensemble à ces questions-là, ça m'importe, parce que j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse sur un certain nombre de sujets. Je voudrais quand même préciser, je l'ai dit, les raisons qui m'importent ici de travailler sur cette figure de Simone Veil. Alors il y a des raisons conjoncturelles, il y a des raisons plus structurelles, disons ça comme ça. Bon, d'abord, vous savez que Simone Veil et son mari sont rentrés au Panthéon. C'était le 1er juillet 2018. Alors, je sais que les choses vont vite, mais bon, c'est quand même pas rien pour la République et pour beaucoup d'entre nous aussi de voir quelqu'un qui a autant marqué les gens avoir ce destin. Simone Veil était morte le 30 juin 2017 et pendant des années, elle a été la Française préférée des Français. Elle fait régulièrement partie du top 10, comme on dit, des gens les plus aimés des Français. Donc une grande figure qui par évidemment sa trajectoire, je pense que c'est sa trajectoire qui parle le plus aux gens, a vraiment été en contact avec beaucoup. Et je raconterai aussi assez vite ma petite histoire que j'ai déjà racontée avec Simone Veil. Alors la raison peut-être plus de fond, c'est que depuis plusieurs années, avec un certain nombre de mes collègues universitaires, donc j'aime bien les nommer parce qu'il faut aussi donner des noms parfois, une de mes collègues de Lille qui s'appelle Cathy Leblanc et qui travaille depuis plusieurs années sur la question aussi de la mémoire, notamment la mémoire des déportés. Et puis un collègue de Lille, d'Angers, qui s'appelle Fred Pochet, qui lui travaille aussi sur les questions d'anthropologie comme moi. Nous sommes intéressés ce mois de mai dernier à ce qui a été l'internement des nomades en France, parce qu'on a aussi
occulté largement cette question. Les nomades ont été internés pendant la drôle de guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le 31 octobre 2016, le président de la République de l'époque, donc François Hollande, dans un discours que je trouve important, à Montreuil-Bellay, près d'Angers, a reconnu le préjudice qui avait été fait aux nomades d'internement abusif. C'est aussi, si vous voulez, un combat que mènent un certain nombre d'associations depuis des années pour faire reconnaître que la France n'a pas toujours été au rendez-vous de ce qu'elle affiche sur ses frontons, liberté, égalité, fraternité, et que même avant l'invasion allemande, elle avait mis un certain nombre de ses propres citoyens dans des camps. Les camps d'internement ont démarré avant même l'invasion allemande. Et si vous regardez précisément l'histoire de vos départements, vous allez voir qu'un certain nombre de camps ont été souvent des camps un peu sauvages et dont la mémoire est encore très difficile à faire affleurer aujourd'hui, parce que, évidemment, les personnes qui ont vécu ces formes d'internement, c'est une mémoire douloureuse et elle est aussi, dans certains cas, en passe d'être éteinte. Alors l'autre raison aussi un peu conjoncturelle, c'est que ici vient régulièrement à cette période une magistrate qui travaille à la Cour de cassation, et en discutant avec elle, elle n'est pas là cette année, nous avions convenu, je le ferai tout seul, de parler de Simone Veil. Voilà quelques raisons. Alors je dis tout de suite ma petite histoire avec Simone Veil. Il y a quelques années, dans un salon du livre au Touquet, j'étais là avec mes quelques ouvrages, avec un collègue théologien, pour essayer, vous savez ce que c'est qu'un salon du livre, les gens passent, viennent et discutent avec les uns et les autres, avoir quelques petites signatures. Et d'un seul coup, on voit tout un flot, fouf, qui traverse la salle pour aller de l'autre côté. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Eh bien, Simone Veil venait d'arriver. Donc l'après-midi, pour moi et mon collègue, ont été calmes, voire très calmes. Et de l'autre côté, Simone Veil avait une foule de gens venus simplement faire un autographe, discuter avec elle, etc., etc. Donc c'est pour dire aussi l'attachement que les gens ont eu pour Simone Veil, et je pense que c'était vraiment une personne attachante. Alors sa vie, elle l'a elle-même reprise dans un livre qui s'appelle Une vie, tout simplement, et puis vous retrouvez aussi, si vous le souhaitez, un certain nombre de textes, de récits qu'elle a faits sur France Culture, un podcast que vous pouvez trouver sur France Culture. Donc elle a eu une enfance heureuse, sa famille était d'abord parisienne, mais vous savez qu'elle était aussi niçoise. Son père était architecte. Elle est une famille qu'on qualifierait aujourd'hui de famille nombreuse. Elle a 4 enfants, donc si je les nomme, c'est parce que ça va avoir une importance pour elle, et évidemment dans l'histoire même de sa vie. Sa sœur aînée, Madeleine, s'appelle Milou, Denise, Jean et Simone. Elle dira « Nous étions juifs et laïcs et nous n'en faisions pas mystère ». Je reprendrai parfois un certain nombre de ces formulations. Juif et laïc, ça va beaucoup signifier sa posture dans la société française. Elle dira aussi « Ma mère athée, comme je le suis moi-même, continue d'incarner le paroxysme de la bonté ». C'est-à-dire qu'elle était très attachée à la figure de sa mère. La mère comptera beaucoup pour elle. Donc, cette famille va être, comme on dit aujourd'hui, impactée par la crise des années 30, par une certaine gêne matérielle. Son père réalisait des maisons sur la côte niçoise, et progressivement son cabinet d'architecte va avoir moins de demandes, de commandes, va commencer un peu à péricliter.
Mais bon, c'est une famille relativement quand même, au départ, sans trop de difficultés. Elle est très bonne élève. Elle a aussi perçu assez tôt ce qui se passait en Allemagne, puisque un certain nombre d'Allemands sont rapatriés en France. Notamment, elle va avoir pour amie une des filles de quelqu'un qui joue un rôle important dans l'hellénisme, qui s'appelle Reinhard. Et en 1934, pour aussi situer un peu des éléments de l'environnement familial, sa mère fait du tennis avec Raymond Aron, le grand sociologue qui lui aussi est revenu d'Allemagne et qui a des informations de première main sur ce qui se passe dans ces années de montée de l'hitlérisme. Donc voilà, la côte française, des réfugiés, des personnes qui sont installées là. Et peut-être un peu paradoxalement, devant cette montée des tensions, le fait elle le dira elle-même, que la guerre de 1939, finalement, le début de la guerre, est presque vécu comme un soulagement, dans la mesure où les choses au moins deviennent claires. Donc elle va évidemment être assez concernée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une jeune fille très, très brillante, très active. Elle est aussi dans les mouvements des éclaireuses. Et pour la protéger, elle va être envoyée en partie à Toulouse. Mais c'est dans son retour à Nice que là, les choses vont vraiment se dégrader fortement. Le statut des Juifs en France entre en vigueur en 1941. Nice, vous savez, c'est dans la zone italienne, donc l'occupation italienne sera sans doute moins dure que la zone allemande, mais les incursions de la Gestapo vont avoir des conséquences évidemment catastrophiques, difficiles. Le 9 septembre 1943, donc la Gestapo arrive à Nice et elle qui vivait une sorte de semi-clandestinité, qui passe quand même le bac en candidate libre, mais sous son vrai nom, va être finalement arrêtée en pleine rue. Ça se passe là le 30 mars 1944. Puis sa famille va être arrêtée. On les accuse d'avoir des fausses cartes d'identité. Elle dira la NAS a fini par se refermer sur nous. La déportation, donc, c'est d'abord Drancy, le 7 avril. Voilà ce qu'elle en dit. Je n'avais jamais entendu parler de Drancy, ni de chambre à gaz, de four crématoire ou de mesures d'extermination. Tout le monde répétait, et beaucoup répétaient ça évidemment à l'époque, c'est tout à fait ça, que les gens devaient être acheminés en Allemagne pour y travailler très dur. Bon, il y aurait des camps de travail là-bas, mais on ne savait pas vraiment, en tout cas dans la grande opinion publique, ce qui allait se passer. Quelqu'un en avait des idées évidemment plus précises. On n'avait pas entendu parler notamment de la rafle du Veldiv de 1942, et elle aura toujours, et c'est ça qu'il faut retenir, un comportement et un jugement très, très équilibré. Elle verra que des Français ont été exemplaires et que d'autres, évidemment, ont été emportés par la collaboration. Et en mettant les choses, elle était très directe, vous le savez, dans l'expression, dans le jugement, que, bon, comme elle dira, les 7 étoiles de Pétain, du maréchal Pétain, ont induit bien des personnes en erreur, en ne se rendant pas compte du chemin qui allait progressivement devenir un chemin, évidemment, de terreur. Alors son père et son frère Jean vont être envoyés à Tallinn, dans les pays baltes, pour réparer un aéroport bombardé, mais ils disparaissent. Sa sœur Denise est rentrée, elle, en résistance, mais elle est arrêtée en 1944, déportée à Ravensbrück, sans savoir qu'elle était juive. Et elle, donc, déportée en 13 avril donc 1944 à Auschwitz, libérée en 1945, le 18 janvier, retour en France le 23 mai. Bon, toute sa vie, elle gardera les marques indélébiles, et indélébiles aussi au sens physique, avec son tatouage. Son numéro était 78 651. Bon, donc cette période-là, évidemment,
dira que le tatouage, c'est ce qui l'a sans doute aussi fortement impressionné. Elle a dû masquer son jeune âge, elle avait 16 ans, pour pas être séparée de sa mère et de sa sœur. Elles ont été dépouillées de tout, mais le fait de son jeune âge va être aussi un élément qui va jouer dans sa propre histoire, puisqu'elle va attirer l'attention, y compris des personnes qui étaient là pour la surveiller. Le chef de camp Stenia lui dira: t'es vraiment trop jeune, hein, et trop jolie, hein, pour mourir ici. Je vais faire quelque chose pour toi, je vais t'envoyer ailleurs. Voilà, donc dans un camp où elle est avec d'autres déportés, un camp moins dur, un camp où on travaille pour l'entreprise Siemens, fait du dépierrage de terrain, de maçonnerie, ce qui fait que par la suite, quand elle aura des inaugurations à faire, elle dira que cet apprentissage à la truelle, sous la contrainte, lui reviendra toujours en mémoire, hein, quand elle aura à faire cela. Donc sa libération tient au fait de l'avancée des troupes allemande et la russe, pardon, et l'avancée des troupes allemandes fait qu'il y a aussi un jeu compliqué à ce moment-là, puisqu'elles sont expédiées avec d'autres femmes vers Mauthausen, Dora, Bergen-Belsen, hein. Et en fait, les camps sont difficilement gérables, puisque les camps aussi sont marqués par des épidémies. L'effrayante mortalité qu'elle signale, ce n'est pas simplement une donnée factuelle. Dira Bergen-Belsen était devenu le double symbole de l'horreur de la déportation et de l'agonie. Alors, pour survivre, ces conditions étaient très dures. Elle volait de la nourriture, elle a eu aussi à se protéger. Et ce qui a aussi beaucoup compté, évidemment, c'est la volonté de survivre à cette époque. Donc c'est aussi dans cette volonté de survie qu'elle enracinera une grande partie de son action politique. Le retour en France est difficile quand elle arrive à l'hôtel Lutetia, donc le lieu de regroupement avant la dispersion, le 23 mai à Paris. Elle va avoir aussi ce sentiment d'une grande incompréhension, qui a frappé beaucoup de rescapés des camps. Donc elle aura à s'expliquer aussi maintes fois là-dessus. En fait, souvent elle est rentrée aussi un peu en différents jugements vis-à-vis de la grande philosophe Hannah Arendt. La thèse d'Hannah Arendt, c'est plutôt celle de la banalité du mal. Et en fait, elle dira que faut être plus équilibré dans l'appréciation des faits. Il y a eu effectivement, dans certains cas, des dérives fondamentales, mais aussi bien des personnes, les justes, ont témoigné de la grandeur de l'humanité. Donc il n'y a pas, si vous voulez, à être unilatéral, il n'y a pas eu de solidarité sans faille, qui aurait uni les hommes indépendamment de leur propre volonté, mais il n'y a pas eu non plus de dérive coupable de tous. Donc elle dira qu'elle était devenue elle avait plus tellement d'illusions sur la vie humaine, mais elle n'était pas devenue cynique pour autant. Et effectivement, le fait massif qui ici interroge, sur lequel on a encore beaucoup à essayer de comprendre ce qui s'est passé, les déportés ont dérangé. La querelle des mémoires, comme on dit aujourd'hui en termes académiques, n'est pas close entre les déportés et les résistants. Parce qu'assez vite, un certain nombre de résistants ont fait valoir les droits, alors que les déportés eux-mêmes ont été dans une assez grande capacité de s'organiser. Enfin, je pourrais revenir là-dessus. C'est pas du tout simple à appréhender. Il n'y avait pas de conférence à l'époque sur ce qui s'était passé. Bon, donc quelques livres ont commencé à révéler aussi l'horreur des camps. Si c'est un homme de Primo Levi, L'espèce humaine de Robert Antelme, Ravensbrück de Germaine Tillon. Les livres aussi de David Rousset, mais il faut attendre 47-48. Et
En fait, ce qui sera aussi un peu toujours le problème pour elle, c'est que bon, soit on parle trop, soit on parle trop peu. Et arriver à trouver le ton juste, aussi pour des personnes qui ont vécu cela. Et son sentiment, c'est que bon, les victimes ne s'en sortent jamais vraiment. Voilà, selon ses propres termes, tout ce que l'on peut dire, écrire, filmer sur l'Holocauste n'exorcise rien pour ceux qui l'ont vécu. Donc le gros défi, c'est de revivre. Apprendre à revivre. D'abord survivre, ensuite revivre. Alors, elle aura sa carte de déportée, mais c'est pas suffisant pour engager une vie. Donc, ses études, vous le savez, ça sera à Sciences Po en droit, mais c'est une période aussi d'assez grande solitude. Donc, elle va se marier jeune, moins de 20 ans, Antoine Veil, qui était étudiant à Sciences Po et qui, rentre lui dans une carrière assez vite au plan politique, comme attaché parlementaire d'abord, ministre de l'Information, garde des Sceaux dans le cabinet d'Alain Poher. Donc cette femme, qui est une femme assez bourgeoise, se consacre d'abord à la constitution de sa vie de famille, avec des naissances nombreuses. Jean qui naît en 47, Nicolas en 48, Pierre-François 54. Mais ce qui va vraiment la marquer beaucoup, c'est la douleur de la perte de sa sœur, Milou, qui était rescapée des camps et qui meurt malheureusement dans un accident de voiture, je crois, c'est ça. Donc elle va devoir trouver son propre chemin, sachant que pour une femme, exercer une fonction professionnelle, ça relève pas forcément encore totalement de l'évidence comme aujourd'hui. Donc elle s'inscrit au parquet comme stagiaire pour devenir magistrate, mais en 54 à 27 ans. Mais c'est aussi l'issue d'âpres discussions au sein de la famille. Bon. Donc, elle est assez consciente des enjeux de la reconstruction pro-européenne. Elle est aussi anticolonialiste, il faut le savoir, parce qu'elle pense qu'il faut sortir du bourbier vietnamien d'abord, et puis du bourbier algérien. Et le fait qu'elle soit aussi assez consciente d'un certain nombre de responsabilités, lui l'oriente dans des fonctions plus d'administration dans le cadre de sa fonction, donc l'administration pénitentiaire d'abord, où elle passe 7 ans, de 1957 à 1964. Et ça, c'est une période aussi qui est très importante, me semble-t-il, qui nous concerne aussi, parce qu'elle juge à juste titre que les conditions carcérales de l'époque sont vraiment scandaleuses, indescriptibles, et elle va faire beaucoup pour ce que Foucault appellera par la suite l'humanisation des prisons. Donc elle va, si vous voulez, aussi se rendre compte que si elle a cette sensibilité-là, c'est parce que, évidemment, elle-même a été aussi détenue dans des conditions évidemment bien pires. Mais elle peut comprendre de l'intérieur des mécanismes d'humiliation, d'abaissement, et elle s'intéresse notamment au sort des femmes détenues, ce qui intéresse peu à l'époque. Elle s'intéresse aussi à la question de l'état de santé des prisonniers, et évidemment les prisonniers, c'est aussi les prisons algériennes. Donc voilà quelqu'un qui va être artisan de la réforme du système judiciaire en France. Après, elle va être affectée à la direction des affaires civiles, mais le droit, pour elle, va être toujours une boussole dans sa vie. Même si elle a eu à prendre en compte un certain nombre de réalités, notamment sociales, elle va toujours être soucieuse de faire en sorte que les choses soient bien pensées et bien légiférées. Elle a aussi la chance de travailler sous l'autorité de juristes remarquables, Jean Foyer, Jean Carbonnier,
Voilà, des gens qui ont compté dans les réformes des systèmes en France. En 68, elle est, comme d'autres, un peu attentiste, intéressée, puis déçue assez vite par le mouvement de mai 68. Et en fait, en passant assez rapidement dans un premier temps dans les cabinets ministériels, elle se rend compte que c'est peut-être plutôt dans d'autres responsabilités qu'elle exercera le mieux ses compétences. Donc elle est au Conseil de la magistrature pendant 3 ans. Là, voilà un endroit aussi qui va lui convenir parfaitement, avec déjà des activités comme de l'accompagnement d'associations, par exemple la Fondation pour les handicapés, personnes âgées de Madame Pompidou. Bon, là aussi, ces bonnes relations font qu'elle a un certain nombre de responsabilités autres. Par exemple, elle est administratrice à l'ORTF. Mais dans toutes les responsabilités qu'on lui donne, qu'elle-même va accepter, elle a toujours aussi un peu chez elle ce sentiment d'étrangeté, d'être aussi un peu ailleurs. Et donc, sa carrière politique, qu'elle n'a pas du tout prévue, va s'emballer à la faveur de circonstances que je pense vous connaissez. Magazine féminin, Marie-Claire, qui fait une sorte de reportage fictif où elle est très très bien placée. Et puis, même si elle a soutenu Chaban-Delmas, elle va voter pour Giscard d'Estaing. Et Giscard d'Estaing, si vous voulez, cherche à renouveler la vie politique et va s'appuyer aussi sur des personnalités nouvelles. Bon, elle en fait partie, elle est un peu bombardée ministre de la Santé au gouvernement Chirac, et c'est là qu'elle va avoir aussi à gérer un certain nombre de lois que vous connaissez, l'interruption volontaire de grossesse, mais pas simplement ça, des lois sur la famille, sur le recrutement des infirmières, sur les établissements pour personnes âgées, donc c'est cette globalité-là moi qui m'intéresse aujourd'hui, sur les comptes de la sécurité sociale en 1976. Bon. Donc évidemment, on a beaucoup retenu son combat pour cette loi difficile, l'interruption volontaire de grossesse. Ce ne sera pas l'objet de mon propos ici. Je rappelle simplement que les deux rapporteurs de ces lois à l'Assemblée et au Sénat étaient médecins tous les deux, donc connaissaient un certain nombre de questions précises relatives à la détresse des situations. La loi a été votée par 284 voix contre 189. Et cette loi-là, a été aussi une loi qui l'a mise en porte-à-faux avec une partie de l'opinion, alors que d'autres auraient dû la porter. Celui qui aurait dû porter cette loi, c'était pas elle, c'était le ministre de la Justice, Le Canuet et d'autres. Bon. Donc, elle va prendre progressivement aussi ses distances parce qu'elle se trouve aussi isolée, dira-t-elle. Ses distances notamment avec Jacques Chirac. Et parce que aussi, septennat de Giscard d'Estaing qui avait un peu démarré en fanfare, ça démarre toujours en fanfare en France, perd progressivement ses appuis. Bon, voilà. Donc 1979, date importante sur laquelle je vais revenir par la suite. Je l'ai dit, elle adhère très sincèrement au projet européen et donc elle est aussi propulsée là, tête de liste, à un moment aussi où le suffrage européen n'est pas ce qu'il est, on va en reparler. Donc cette tête de liste fait bien son travail, elle se défend, elle est pugnace, elle passe bien à la télé et donc sa liste arrive première. Les gaullistes de leur côté sont divisés, n'ont pas trouvé leur rythme et ne savent pas très bien comment se positionner par rapport à l'Europe. Donc c'est la première présidente élue du Parlement européen jusqu'en janvier 82.
avec 3 idées qui marquent aussi son passage à l'Europe, qui sera un passage aussi avec des retours, mais c'est vraiment travailler pour la paix. Deuxième idée, travailler pour la liberté. Et troisième idée, travailler pour le progrès social. Bon. Alors à l'époque, il y a un combat qui évidemment n'est plus tellement connu aujourd'hui, mais elle doit mener aussi gérer la fronde des anciens eurodéputés, mais qui avaient été élus par les parlements nationaux, alors que vous savez que après on choisit directement et les députés sont élus par le suffrage universel. Donc son travail va l'amener aussi à une vie un peu éclatée entre les lieux que vous connaissez, Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg. Bon. C'est cette Europe-là qui est encore en croissance, disons ça comme ça, qui est encore loin des Français, qui est perçue aussi à l'époque comme aussi un lieu de fédéralisme, en fait, qui est beaucoup plus un lieu de l'intergouvernemental, ça c'est autre chose que fédéral, qu'elle a à porter. Une Europe aussi qui s'élargit pendant ce temps-là, c'est l'ouverture aux Britanniques en 1973, aux Danois, et elle va voir progressivement aussi les difficultés de l'avancée européenne, l'échec du référendum de 2005, et elle voit bien que, même si c'est un espace de paix, même si c'est un espace relativement de croissance, les choses sont plus compliquées à gérer. Donc elle ne va pas être réélue, mais elle est présidente du groupe libéral et à ce titre elle est favorable aux différents élargissements de l'Europe, la Grèce en 81, l'Espagne, le Portugal, et elle dira vraiment sans politique politicienne, parce que jamais vraiment trop cherché à faire de la politique politicienne, qu'il y a une dette aussi vis-à-vis de ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, l'Europe centrale et orientale, et donc les réintégrer dans l'Europe était une question de justice, mais elle s'est prononcée fortement contre l'adhésion de la Turquie. Bon, c'est le savoir. Donc elle avait été tête de liste aux européennes de 84, et en fait, si on regarde l'ensemble de son parcours européen, c'est plus d'une dizaine, voire une quinzaine d'années pratiquement, où elle siège avec d'autres, elle siège dans des commissions, elle fait un travail remarquable, et son adaptation aussi tient au fait qu'elle a une très bonne connaissance des rouages du fonctionnement européen. Alors, rebondissement aussi un peu dans sa carrière pour les élections européennes, les élections présidentielles de 88, elle soutient Raymond Barre. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont oublié que Raymond Barre, ancien Premier ministre, avait été candidat. Malgré ses sorties antisémites, et elle déplorait déjà à l'époque un certain nombre d'alliances un peu douteuses, d'un certain nombre de mouvements avec l'extrême droite, et elle voit déjà à cette époque une sorte de difficulté entre une Europe partagée entre le repli sur elle-même, la mauvaise conscience, et une ouverture à une plus grande générosité. Sous la cohabitation en 93, je vais bientôt achever ce périple un peu marathon, mais en 93, sous Balladur, elle redevient ministre de la Santé et de la Ville, avec un ministère très élargi. Et c'est là qu'elle a aussi de bonnes relations avec un jeune ministre qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc, elle opte pour Balladur contre Chirac en 95. C'est Chirac qui gagne aux élections présidentielles. Et donc elle se retrouve dans des fonctions qui sont des fonctions importantes, mais qui ne sont pas des fonctions totalement de premier plan au plan politique. Elle est, par exemple, au Conseil à l'intégration. Elle travaille aussi sur l'égalité des chances. L'égalité des chances, elle voit bien tout ce qu'a ça représenté comme effort pour elle comme femme, pour s'imposer, du moins pour être présente dans la vie politique. Voilà, donc
si vous voulez, par rapport à des débats qui sont parfois assez vite théoriques en France, sur l'égalitarisme républicain, elle souvent une approche très pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que les réalités de la société, telles qu'elles sont, soient prises en compte et travailler efficacement à partir de là. Elle est de celles aussi qui reconnaît, comme ministre, la faiblesse du dialogue syndical, dialogue social, et qui ne permet pas de résoudre correctement un certain nombre de questions. Bon. Elle est aussi de celles qui ne faut pas mystère que, de son point de vue, l'État, la sphère publique, asphyxie l'économie du pays. Et qu'il faut sans doute arriver à trouver de meilleurs équilibres, et en tout cas, dans les hautes sphères de l'État, une plus grande transparence. Donc elle s'estimera, et souvent ça a été le cas, incapable de travestir ses convictions. Voilà, une femme de détermination qui n'est pas dans le calcul politicien, attachée à ses valeurs fondamentales qu'elle a incarnées, qui rejoignaient beaucoup le sens commun des Français, la justice, le respect des droits de l'homme, aussi une certaine vigilance vis-à-vis de l'évolution de la société. Alors après, c'est non pas une retraite ou une semi-retraite, c'est un travail plus en retrait mais très important, Conseil constitutionnel, pendant 9 ans, de 1998 à 2007. Bon, et étant au Conseil constitutionnel, elle est tenue à un certain devoir de réserve, donc elle n'apparaît plus autant sur la vie politique, la vie publique en tout cas. Elle constate aussi ce que chacun de nous peut constater, c'est que le droit communautaire prévaut dans bien des situations, droit européen. Alors elle voit bien que les choses sont difficiles à faire avancer. Elle voit l'échec aussi de Constitution européenne en 2005. Elle va soutenir donc ce jeune ministre ambitieux qui est président Sarkozy. Elle estime que la France a besoin d'un électrochoc. Et finalement, elle va se rendre compte que le quinquennat est assez décevant, la façon dont les choses sont engagées. Et en fait, elle va progressivement, non pas s'éclipser, mais être de plus en plus en retrait de la vie politique active, même si elle accepte des responsabilités. Par exemple, jusqu'en 2007, la fondation consacrée à la mémoire de la Shoah, elle va effectivement être dans un certain nombre aussi de commissions. Elle s'intéresse véritablement aussi encore à l'inégalité des chances, mais c'est vraiment sur cette question de la Shoah, sur lequel je vais m'arrêter maintenant, qu'elle va, les dernières années de sa vie active, concentrer tous ses efforts. Je la cite parce que je pense qu'il vaut mieux aussi dans certains cas citer Simone Veil. Au son du piano, mon regard se perd face à mes tableaux familiers, tandis qu'à nos côtés, tous ces morts qui nous furent si chers, connus et inconnus, se tiennent là en silence. Je sais que nous n'en aurons jamais fini avec eux. Ils nous accompagnent là où que nous allions, formant une immense chaîne qui les relie à nous, les autres, les rescapés. Donc évidemment, ce sentiment très vif d'être une rescapée, d'être une survivante, un sentiment que partagent un certain nombre d'autres personnes aujourd'hui qui ont vécu des drames peut-être moins atroces, mais le premier combat de Simone Veil qui est vraiment important, sur lequel je veux m'arrêter, c'est d'abord le combat pour la mémoire de la Shoah. Pourquoi ça me semble important de le faire ? Je l'ai dit parce que aussi à certains d'entre vous, et ça c'était vraiment la conviction de Simone Veil, cette mémoire est en train aussi de s'effacer. On estime qu'il n'y a plus qu'une cinquantaine de personnes en France
aujourd'hui témoins directs de la Shoah, qui sont en capacité de faire des conférences. Leur nombre s'est réduit très très rapidement ces dernières années aussi. Ce sont des personnes âgées, et à 90 ans on n'est pas toujours en forme, pour témoigner des 6 millions de morts, dont 1,5 million d'enfants. Donc elle aura toujours souhaité, et de façon très, très déterminée mais pas agressive, que la France reconnaisse sa part de responsabilité. Et le combat a été très long, puisque ce n'est qu'en 1995, le président de la République, Jacques Chirac, le fasse véritablement. Et elle estimait que ce laps de temps était aussi peut-être nécessaire, que les générations passent, mais que cette façon aussi de vouloir traiter véritablement de la responsabilité de la France n'était pas du tout secondaire. Et vous savez aussi, et sans rentrer dans la polémique, que régulièrement en France on revient sur ces périodes difficiles, une période de collaboration. C'était notamment le cas pendant le septennat du président Mitterrand, sur son passé dans le régime de Vichy. Et nous avons encore besoin aujourd'hui d'apurer et de travailler la mémoire. Et si elle a autant milité dans cette direction, c'est qu'elle n'était absolument pas dupe des tentatives de résurgence de l'antisémitisme. Et je fais par ailleurs de la formation de magistrats. Les magistrats sont obligés d'exercer une vigilance permanente, parce que très vite, dans un pays comme le nôtre, et les médias parfois n'aident pas, ça peut déraper. Donc c'est ça aussi qui mobilise aussi Simone Veil, c'est que des espaces peuvent devenir progressivement des espaces d'exclusion, sans peut-être même dans certains cas qu'on s'y rende compte, parce que les esprits sont désorientés, malheureux, mal conseillés, et puis finalement le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie naissent ou renaissent. Donc vraiment, chez elle, ça va être un point constant de son action, c'est que la mémoire participe de la formation de l'identité. Et l'effacement de la mémoire, ça c'est une catastrophe. Nous avons à être responsables, et la mémoire nous aide aussi. C'est une forme d'engagement pour l'avenir. Donc son obsession aurait été, on peut parler peut-être même d'obsession, qu'on ne travestisse pas la mémoire des personnes assassinées. Je la cite dans mon livre qui a été publié par la suite à Bayard. Au moment où les témoins de la Shoah disparaissent, il revient plus que jamais à l'histoire d'inscrire le témoin et son récit dans la globalité, la complexité et la cohérence de l'événement. La globalité, la complexité, la cohérence. Il faudrait commenter longuement ces trois termes. Mais sachez que ce travail-là est long. Je vous ai parlé de la reconnaissance il y a 2 ans, 3 ans maintenant, simplement du préjudice fait aux nomades, puisque la France de la République s'est mise à interner des réfugiés, des personnes considérées comme apatrides et des propres citoyens français de façon préventive, pour des motifs très très futiles, soi-disant possibilité d'espionnage, des choses un peu de cet ordre. Donc c'est aussi un travail, je pense, qu'il faut aujourd'hui remettre en perspective, c'est-à-dire que arriver à comprendre la complexité des mécanismes concentrationnaires, la spécificité des crimes commis par les nazis, ça, c'est un travail difficile qui est loin d'être terminé. Un certain nombre de sites, pardon de parler comme ça, mais de camps de concentration à Auschwitz ou ailleurs font encore l'objet de fouilles, y compris archéologiques, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Bon. Donc, je l'ai dit, elle n'a jamais fait mystère que son action était liée à son passé, mais
pas simplement son passé. C'est une mémoire qui est une mémoire hantée. Ses rêves, ses sentiments et ses réactions. Ses sentiments, ses réactions, y compris physiques. Voilà. Dans ma congrégation, il y a aussi quelqu'un qui a été déporté, qui a été obligé de se cacher dans une pile de personnes mortes. Elle a vécu évidemment aussi près de Charnier quand elle était très jeune. Donc il y avait chez lui un comportement qui à certains moments était phobique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester trop près de quelqu'un. Vous voyez, donc quand je dis c'est physique, c'est la mémoire, les traces dans le corps. Et donc pas simplement transmettre la mémoire d'une humiliation, mais aussi essayer de comprendre, de faire comprendre l'organisation implacable de l'extermination humaine et de la raconter valablement pour qu'on puisse véritablement en tirer des leçons. Alors ça, c'est un autre débat, on pourra en discuter après si vous voulez. Est-ce qu'on retient des leçons de l'histoire après les massacres au Rwanda, après un certain nombre d'autres génocides. Mais en tout cas, Simone Veil n'était pas dupe du travail d'érosion de l'histoire, des confusions. Les confusions parfois volontaires ou involontaires. Mais comme beaucoup, elle était attachée au fait que Auschwitz représente un point très spécifique dans l'histoire humaine. Voilà. Et un examen lucide de cette histoire devait nous amener à une plus grande compréhension du présent. Bon, voilà, il faut vous dire aussi que dans un certain nombre de pays, les archives ont été évidemment éliminées. Je pense aux pays d'Europe de l'Est, et qu'aujourd'hui encore, l'oubli un peu imposé, notamment dans les régimes ex-communistes, est resté de mise. Je pense au travail fait par le père Desbois, peut-être vous avez entendu parler du père Desbois, sur son travail sur la Shoah par balle. Bon, c'est quelque chose qui est encore assez mal connu par certains d'entre nous. La Shoah ne se résume pas à Auschwitz. Bon, et Simone Veil a toujours soutenu le travail du père Desbois. Et voilà aussi quelque chose de difficile sur lequel le colloque qu'on a fait au mois de mai dernier à Angers a permis d'avoir un meilleur éclairage. C'est qu'effectivement quelque chose de spécifique concerne la destruction des Juifs, mais d'autres populations, notamment les Tziganes, ont été dans des grandes formes d'extermination. Donc associer la mémoire de la Shoah, déjà la rassembler, c'est un travail très très lourd, et l'ouvrir aussi pour qu'on puisse faire droit à des procédures de réparation. Donc, elle a été au cœur de dispositifs pour notamment, c'est très délicat et très, très douloureux aussi à faire, essayer de voir quels étaient les fonds qui étaient encore en déshérence des victimes de la Shoah dans des banques. Voilà, et aussi voir s'il y avait des procédures d'indemnisation. C'est une question sur laquelle je pourrais revenir après, à envisager des victimes de spoliation. Si je le dis parce que je travaille par ailleurs aussi sur des questions de cet ordre, notamment dans les procédures vérité et réconciliation, commissions qui ont été mises dans un certain nombre de pays, je pense à l'Afrique du Sud notamment. Souvent, on a achoppé, et c'est ce que dit encore Monseigneur Desmond Tutu, sur les procédures de réparation, y compris d'indemnisation. Alors ça peut vous sembler quand même un peu déplacé de parler comme ça. Mais désolé, des gens qui ont perdu aussi des proches, dans certains cas, doivent aussi avoir des soutiens, et pas simplement des formes de reconnaissance, des soutiens, parce que dans certains cas, c'est plus compliqué pour eux aussi. Si je dis ça, c'est parce que ça concerne aussi l'indemnisation dans les cas de terrorisme en France aujourd'hui. Bon.
Voilà. Donc c'est pour elle un combat assez difficile qu'elle mène avec d'autres, Serge Klarsfeld et autres, centre de documentation juive contemporaine, où ce qui devient quasiment impératif pour un certain nombre de survivants, c'est de dire avant de mourir. Et évidemment, comme elle, tous ceux qui ont traversé la honte, le mépris, l'indifférence, ont beaucoup eu à s'interroger sur eux-mêmes. Alors, voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus commun, mais la figure du rescapé ne s'est imposée que très progressivement sur la scène publique, comme on dit aujourd'hui. Très, très progressivement. Et donc, vous voyez, sa façon par la suite de vouloir lutter contre l'antisémitisme, la haine raciale, l'intolérance, et puis aussi positivement pour les valeurs démocratiques, l'état de droit, s'origine véritablement dans cette exigence vis-à-vis des victimes. Et il faut vraiment faire une histoire longue pour comprendre comment aussi l'identité européenne a été marquée par des formes variées d'antisémitisme et qui courent tout au long de l'histoire. Dans tous les pays européens, l'Espagne très catholique ou la Pologne qui aujourd'hui a bien du mal à reconnaître aussi ses responsabilités. Donc c'est, si vous voulez, une façon, je l'ai dit, assez pratique, sans être péjoratif dans ma bouche, d'aborder la question du mal absolu, mais plus positivement sur la dignité, la soif inaliénable de bonheur, de fraternité. Donc ne pas voir simplement la Shoah comme ce moment de négativité absolue, parce que aussi, même si c'est difficile à dire, la fraternité a existé dans les camps. Alors c'est ce qui a permis à des personnes de survivre, très très clair. Voilà. Donc elle était parfaitement consciente des limites du témoignage. Par exemple, le fait que l'immédiateté du récit oral, peut sans doute procurer une forme de compassion immédiate, mais est-ce qu'elle déclenche des transformations plus conséquentes à long terme? Est-ce que même, malgré toute la bonne foi du témoin, on n'est pas dans une illusion du savoir? Est-ce que le témoin fait ce qu'il peut avec les éléments qu'il a? Bon, il peut passer à côté de mécanismes globaux, par exemple, plus fondamentaux, et être dans une forme d'individualisme. Donc, elle était aussi, si vous voulez, partagée entre, oui, il faut frapper les esprits, on croyait aussi aux valeurs de l'émotion, mais pas sombrer non plus dans l'anecdotique et dans l'émotionnalisme. Elle insistait sur l'importance des écrits, des récits, la chronologie, l'enchaînement des événements, mais il fallait aussi réfléchir sur la signification. Elle insistait sur la nécessité d'un cadre normatif juridique, mais elle insistait surtout sur le travail d'éducation qu'à reprendre sans cesse. Voilà. Donc vous voyez, c'est des débats difficiles parce que les gens ont tendance parfois à tout mélanger, à tout amalgamer. La purification ethnique, qui a sévi dans certains pays récemment, et pas simplement au fond de l'Afrique, y compris en Europe, dans l'ex-Yougoslavie, n'a rien à voir avec l'extermination des Juifs. Ce sont des mécanismes différents. Donc, la banalisation de la Shoah est aussi un piège. Donc, elle-même, elle voulait qu'on soit dans une responsabilité un peu intransigeante, et sur le sujet, pas vraiment de droit à l'erreur, disons ça comme ça. Et elle a été aussi là parfois en dialogue, un dialogue aussi un peu vif, pour que les catholiques eux-mêmes ne s'exonèrent pas de ce travail.
parce que effectivement, du côté catholique, vous savez qu'il y a eu des justes, des personnes qui ont eu une attitude admirable, exemplaire, qui ont passé, protégé, sauvé des enfants, et puis il y a eu des gens qui malheureusement n'ont pas eu un destin aussi glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc je disais, le rôle des évêques ou des simples curés de campagne, je la reprends texto, ont été autant dans certains cas des fidèles, ils ont éclairé valablement, autant dans certains cas ils sont passés sous silence les graves menaces qui pesaient sur les Juifs. Donc elle se rend compte de ça et elle entendait véritablement affronter ces difficultés, si vous voulez, sans être dans ce qui nous arrive trop souvent peut-être aujourd'hui, dans ces processus de victimisation, où tout le monde s'estime victime des autres, et personne ne reconnaît finalement ses responsabilités. Donc sa grosse question, pour reprendre Ricoeur, puisqu'on a fait une intervention sur Ricoeur ici au mois de novembre, c'est comment aussi l'Europe peut produire, c'est le terme de Ricoeur, des institutions justes. Institutions justes, c'est-à-dire solides, souples à la fois, capables, pour reprendre une de ces expressions, de résister au bourrasque de l'histoire. Bon, c'est tout le jeu aussi des différents tribunaux et de la capacité aujourd'hui à chaque citoyen de pouvoir essayer de faire garantir ses droits fondamentaux au sein de l'Europe. Mais elle reconnaissait que les institutions sont souvent plus fragiles qu'on ne pense, il faut vraiment en travailler et que, en fait, même si des institutions existent, je pense à la Cour européenne des droits de l'homme, pour en citer bien d'autres, ce qui est important d'abord, c'est le courage personnel, c'est le sens moral, c'est la dignité des individus. Et pour elle, sauver une forme d'humanisme, c'est bien à partir de là, pas à partir d'un cadre purement extérieur, procédural ou autre. Donc, si j'ai évoqué ici les institutions européennes, c'est parce que, et je passe à mon deuxième point, le combat pour l'Europe a été très important dans sa vie, vous l'avez compris. Et elle est arrivée aussi à cela à partir de ce qui la caractérisait, c'est-à-dire un certain bon sens finalement. Le bon sens, c'est de constater que l'Europe a été, et vous le savez, très, très longtemps, le champ de rivalité fratricide. On a quand même enchaîné, mais c'est ça aussi qui manque peut-être aux jeunes générations. 3 guerres coup sur coup. 1870, 1914, 1939. Mais pour tous ceux qui n'ont pas connu la dernière guerre, ou qui n'ont pas eu les traces de la Première Guerre mondiale, c'est parfois difficile à intégrer. Et sa conviction, comme celle des pères fondateurs de l'Europe, c'est que le seul moyen de mettre un terme à ces horreurs fratricides, d'établir une paix qui ne soit pas une parenthèse, c'est la constitution de l'Europe. Elle le dira très clairement et de façon continue, et c'est ça qu'on lui doit. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre chemin que la coopération, l'entente, la solidarité en Europe. Alors, aujourd'hui, évidemment, les choses sont très partagées, mais ce qu'elle reconnaît, c'est que depuis l'établissement des grands traités européens, et depuis 1979, l'Europe a oscillé. Bon, voilà. Est-ce qu'on veut une Europe fédérale, confédérale, intergouvernementale ? En fait, ce qu'on constate quand même, c'est que les choses sont déjà un peu, enfin, en tout cas, l'histoire a déjà un peu tranché. L'Europe n'a pas aboli les patries, quoi que certains en disent. Elle s'est construite dans un respect peut-être relatif, mais enfin, quand on est français, on est français. Bon, les habitudes, les aspirations et les intérêts
des peuples dans cette Europe élargie, 27, 28, 29, comme vous voulez, ne sont pas totalement identiques. Donc, dans un ensemble aussi complexe, trouver une règle commune, ça reste un défi. Et donc, arriver à harmoniser secteur par secteur, voilà, du Simone Veil tout craché, des règles minimum, notamment de protection, sur lesquelles les États doivent se mettre d'accord, c'est ça l'enjeu. Donc, soit on vise trop haut, soit on vise trop bas. Soit l'Europe s'est parée où on en attend des exigences qui vont être impossibles à satisfaire, soit c'est trop bas, et là c'est le délitement. Mais elle est, de ce point de vue-là, droite dans ses bottes. Sans l'Europe, dira-t-elle souvent, nous n'aurions pas eu un développement aussi stable. L'Europe ne serait pas devenue une puissance économique, démographique, politique. Elle n'aurait pas pu accomplir son chemin dans les domaines énergétiques, de l'emploi, du progrès social, de l'environnement. Et après, on pourra détailler, si vous voulez, un certain nombre d'acquis communautaires. Mais pour chacun de ces thèmes, énergétique, l'emploi, l'environnement, etc., la puissance aussi de paix que représente l'Europe, il y aurait des heures et des heures à pouvoir ici faire le bilan. Donc pour elle, l'Europe, c'est quand même une assez grande espérance, et c'est surtout par rapport à d'autres régions, comment dire, en termes clairs, il n'y a pas photo, un bastion de démocratie, de liberté et d'une certaine solidarité. Donc quand elle hérite de l'Europe, entre guillemets, comme responsable politique, en 1979, c'est déjà 260 millions de citoyens. Et l'Europe de 1979, je vous le rappelle, c'est pas l'Europe d'aujourd'hui. C'est l'Europe entre deux superpuissances, en cherchant aussi une voie. Et arriver aussi, par des modalités de péréquation financière, économique, à réduire, ce qu'elle a fait considérablement, les disparités régionales. Des pays très pauvres qui ont adhéré à l'Europe, on a un peu oublié, Portugal et autres, pour ne donner qu'un exemple. Et puis des inégalités sociales aussi, arriver à des sortes de minima communs, pour acquérir aussi, et là c'est contesté aujourd'hui, ça il faut le reconnaître, une forme d'organisation économique, monétaire, dans des liens de coopération. Mais non pas faire une Europe forteresse, ce qui pourrait être la tentation, mais faire une Europe aussi ouverte. Et dès qu'on a un peu voyagé dans le monde, on voit que malgré toutes ces déficiences et ces difficultés d'avancer, le modèle européen reste un phare, désolé de le dire, pour bien des pays du monde. Vous allez au Liban, vous allez dans certains pays d'Afrique, vous allez dans d'autres endroits. L'Europe continue de vouloir, pour certains, être le rêve. C'est plus compliqué que ça, bien entendu, mais c'est indéniable. Donc, elle est aussi l'artisan de ce qu'on appelait les accords de Lomé, disant qu'il n'y a pas d'Europe sans, notamment, une coopération renforcée avec l'Afrique. Alors, si on continue aussi ce dossier européen, elle a perçu que l'élection au suffrage universel donnait une autorité au Parlement européen. Qu'il y avait sans doute un espoir, notamment chez les plus jeunes, pour prendre leur place, et ce qu'ils ont fait, parce que quand vous voyez, évidemment ce n'est pas le cas de tous les jeunes, mais la grande majorité en profite, leur espace naturel est devenu un espace européen. Alors, évidemment, les procédures de contrôle et d'organisation sont compliquées. Personne ne le conteste. Donc, entre le niveau intergouvernemental, la Commission, le Parlement, ça, c'est des jeux qui sont souvent difficiles. Mais ce qu'il faut d'abord reconnaître, et c'est là-dessus qu'elle va souvent baser son discours, c'est que l'Europe est fondée sur un patrimoine commun. Et ce patrimoine commun, et il est important de le dire aussi, il est pluraliste. C'est-à-dire qu'elle est véritablement dans la reconnaissance de la diversité des traditions culturelles, religieuses, spirituelles, qui nous fondent. Donc, en 2001,
elle se rendra compte que la construction de l'Europe n'a pas la même signification, évidemment, symbolique, qu'en 1950, au moment de la fondation, dans les années 50, par les membres fondateurs. Mais que cet idéal de réconciliation doit rester au cœur du projet européen, en admettant, et c'est ça aussi une difficulté du processus d'élargissement, que ceux qui veulent véritablement, librement adhérer à ce projet. Et un projet qui est centré, effectivement, notamment sur un certain nombre de respect de traités, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, qui est vraiment aussi, pour beaucoup, une boussole aujourd'hui. Alors, effectivement, elle est tout à fait lucide sur le fait que l'Europe est devenue trop libérale et qu'il faudrait sans doute l'ajuster un peu autrement, notamment de façon plus sociale. Mais elle continue, c'est le cas de le dire, à avoir foi dans des pays qui sont sortis du totalitarisme. Je pense tous les pays d'Europe centrale et orientale, même si elle voit que les inégalités ne se résorbent pas si facilement que ça, y compris dans l'espérance de vie. Donc l'Europe restera pour elle toute sa vie une chance pour l'avenir, une garantie pour la paix et la démocratie, même si l'Europe paraît déficiente à bien des endroits. Je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez aussi bien que moi. Par exemple, la déficience dans l'organisation de la sécurité en Europe. Pas d'armée européenne, bon, c'est un point quand même assez délicat aujourd'hui pour assurer aussi l'avenir. La politique aussi extérieure n'est pas suffisamment signifiée, et puis après on pourra discuter, est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à une forme de présidence européenne beaucoup plus forte pour faire comprendre que notre intérêt et notre engagement doit être commun ou pas du tout. Bon, ça se discute. On peut revenir aussi en arrière ou repenser les choses autrement. En tout cas, elle aurait été témoin d'une Europe qui avait sombré. Voilà, avec le nazisme et les formes de totalitarisme, l'Europe avait sombré. Et donc, évidemment, aujourd'hui, cette mémoire-là est une mémoire en train de disparaître, mais tout ce qui a été de l'ordre que vous avez connu, du rapprochement franco-allemand, beaucoup de gens, les auberges de jeunesse franco-allemandes, etc., ils ont investi énormément. Qui pensait que ces deux pays qui se considéraient l'un l'autre comme ennemis héréditaires allaient finalement réussir à avancer ensemble. Il en a fallu de la ténacité, un certain nombre de personnes, de gestes symboliques et de modalités aussi d'organisation pour y arriver. Donc, arriver à cela, c'est aussi, et c'est là qu'on rejoint le point précédent, reconnaître de chaque côté ses torts, ou reconnaître les pages sombres de l'histoire. Il a fallu, je vous l'ai dit, attendre les années 1990 pour que la France reconnaisse au plus haut niveau sa responsabilité. Et donc aujourd'hui, essayer d'approfondir des avancées communes a été pour elle une grande question. Si on regarde du côté des pères fondateurs de l'Europe, qui étaient souvent des chrétiens d'ailleurs, donc vous savez, Robert Schuman, Gaspari, Adenauer, etc., le projet ne pouvait pas être reporté stricto sensu dans la modernité telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est assez paradoxal que si l'approfondissement interne aujourd'hui a du mal, il faut que des voix suffisamment externes à l'Europe viennent encourager ce projet. Quel est un de ceux qui parle le mieux et le plus d'Europe aujourd'hui ? Le pape François,
prix Charlemagne, intervenant aussi dans le cadre du Parlement de Strasbourg en disant vous portez là un socle de valeurs qui est valable pour le monde entier. Qu'est-ce que vous faites de cette responsabilité? Voilà, il faut être suffisamment osé pour que le pape François dise à la vieille Europe réveille-toi, hein. Réveille-toi, parce que il y a quand même des choses irremplaçables qui correspondent à tous et aux besoins communs dans le monde entier. Donc après les modalités concrètes, ça c'est plus pour une éventuelle discussion. Est-ce que c'est une fédération d'États-nations comme le souhaitait Jacques Delors ou autre, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que faute aussi dans certains cas d'avoir des personnalités suffisamment reconnues et suffisamment claires dans le discours comme elle, dont la légitimité était quand même assez incontestable, liée pas simplement à son expérience personnelle, mais aussi à sa compétence. Aujourd'hui, un certain discours sur l'Europe devient inaudible ou très compliqué à entendre. Et donc, il ne faut pas s'étonner de la forte abstention. Il ne faut pas s'étonner non plus parce que les institutions européennes sont devenues d'une complexité absolue dans la répartition des compétences, dans les modes de décision, ce qui fait que comment aujourd'hui intéresser véritablement les électeurs s'il n'y a pas ce travail d'explicitation et s'il n'y a pas ce travail aussi de rapport à son environnement. Mais Simone Veil posait déjà la question, est-ce que les nouveaux défis et aussi les nouveaux dangers, je pense à celui du terrorisme, ne demandent pas d'avoir à promouvoir une Europe plus forte. La sécurité en Europe dépend en grande partie des modalités de coopération intergouvernementale en matière de sécurité. On n'a pas besoin d'être à Strasbourg pour le comprendre. Bon. Vous voyez, mais évidemment, cet exemple-là est un exemple assez douloureux. On aimerait aussi, dans d'autres secteurs, que l'Europe soit capable de parler d'une voix plus forte et peut-être, dans certains cas, de s'exprimer d'une seule voix. Je l'ai dit, en matière de politique étrangère, là, je viens de le dire, en matière de coopération policière, mais aussi juridique, mais même la coopération juridique, pour parler avec des magistrats, elle est si difficile dans un certain nombre de pays qui sont un peu gangrénés par la corruption. Je pense à la Roumanie, ou un certain nombre de pays qui mettent en cause l'état de droit. Je pense à la Pologne. Alors là, il y a encore du travail. Donc, est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui mieux s'emparer de la question? Je pense que la réponse, évidemment, est oui. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui favoriser une meilleure répartition et une meilleure définition aussi des compétences, en restant sur le socle fondateur, qui est celui quand même de l'égalité et de la solidarité? En tout cas, au minimum, donner plus de transparence et plus d'efficacité. Ça, c'est bien entendu au cœur d'un certain nombre de débats. En tout cas, je terminerai là-dessus en disant que Simone Veil n'a pas cherché, dans certains cas, les arrangements sur le coin de la table. Elle a toujours essayé de faire en sorte que ce qui avait été péniblement acquis par l'histoire, ce qui a été défendu parfois au péril de la vie, l'honneur, la dignité des personnes, on va commencer par là, puisse être préservé. Donc, je passe, mais on pourra y revenir si vous souhaitez, tous ces autres combats. Je pense qu'elle a joué un rôle énorme dans l'émancipation des femmes, notamment leur présence, y compris dans la vie politique. Mais j'aurais pu citer aussi, je l'ai simplement mentionné, son travail sur le handicap, son travail aussi qui peut être aussi important du point de vue de la santé, son travail sur l'enfance. Donc il y a peu finalement
de grands débats de la deuxième partie du XXe siècle dans lesquels elle n'a pas été présente. Finalement, c'est ça qu'il faut dire. Et pourquoi est-ce qu'elle rassurait je pense c'est aussi à cause de son humanité. Elle pouvait peut-être donner à certains moments l'impression d'une femme un peu distante et un peu froide en fait. Bon, je pense que pour tous ceux qui me l'ont dit, qui l'ont fréquentée de plus près, ont vu qu'elle était assez grande simplicité en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire et peut-être que certains d'entre vous peuvent aussi réagir, apporter leur contribution à cette évocation. Je vous remercie. Voilà, donc est-ce que vous souhaiteriez intervenir ? Bon, si certains veulent se retirer, ils le peuvent, il n'y a pas de problème. Peut-être des points à préciser ou des choses à éclairer. Oui. Vous avez parlé de la responsabilité du gouvernement français vis-à-vis de la Shoah. Oui. Quel était l'avis de Simone Veil en considérant est-ce que le gouvernement de Vichy était le gouvernement de la France ? Voilà. C'est le problème effectivement de la légitimité du gouvernement de Vichy. En tout cas, la question a été difficile parce que évidemment des grands doutes sur la responsabilité et sur la légitimité même de ce gouvernement. Ça, c'est le premier problème. Alors après, la position a été la position d'assumer l'histoire. C'est la position qui a été sur laquelle a opté la présidence du gouvernement français. Alors là, c'est les éléments d'appréciation très 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 fins qui reviennent à l'instauration même du gouvernement de Vichy sur lequel les historiens ont à se prononcer. Voilà. Bon. Vous avez dit que Simone Veil était une juive et laïque. Oui. Elle qui a défendu des valeurs humaines au sein de ses combats en France et en Europe. Oui. Quelle était sa relation avec Israël ? Compliqué. Je sais que je ne veux pas polémiquer. Oui. La relation de Simone Veil avec Israël. C'était compliqué évidemment à bien des endroits et à bien des moments. Elle s'est trouvée prise en porte-à-faux, disons ça comme ça, entre son humanisme foncier et puis un certain nombre de violations évidentes des libertés fondamentales, des droits. Voilà. Alors, évidemment, quand on dit ça, faut décompacter un peu la question, voir à quel moment ça se passe et pourquoi. Donc son attitude n'a pas toujours été constante, donc c'est aussi dire comment elle a pu aussi comprendre la souffrance et les droits légitimes et le sort qui avait été fait à un certain nombre de populations et les modalités de leur installation. Donc si on juge la situation en 1947-48, c'est pas la même chose que la juger en 1973 ou dans les événements les plus récents. Ce que je disais à certains ici aussi, c'est que les efforts de paix qui sont menés en Israël, qui concernent toutes les populations, c'est plutôt ce qu'on devrait essayer de soutenir, de valoriser. On sait très bien que les accords d'Oslo sont aujourd'hui passés aux oubliettes et que c'est plutôt les faucons plus que les colombes qui dominent. Mais ça ne doit pas entamer la détermination, ça a toujours été aussi, je pense, un peu le point de vue de Simone Veil, de tous ceux qui veulent avancer. Voilà. Et le combat est un combat permanent contre ses propres démons. Voilà. Mais vous voyez aussi pourquoi est-ce qu'elle a beaucoup était en phase avec l'opinion française, c'est que même si elle était d'origine juive, elle disait, je l'ai rapporté, ma mère était athée, etc. Donc c'était une juive sécularisée qui n'a pas fait du sionisme sa cause, ce qu'aurait pu être le cas, évidemment.
Donc elle a été aussi là dans une position souvent difficile, mais dans une position d'équilibre. Voilà. Mais vous voyez, bon, ça c'est un peu une leçon aussi de l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'à certains moments c'est dans sa propre chair, et c'est aussi dans sa propre communauté, ou dans son propre groupe d'appartenance, ou dans sa propre famille, qu'il faut aussi travailler, ouvrir les consciences, tenir des points de vue d'équilibre sans excessif. Parce qu'elle ne nie pas les droits des Juifs à être présents sur la terre d'Israël, mais évidemment pas de façon exclusive, bien entendu. Là, ça rejoint des positions, bon, je ne vais pas être trop long là-dessus, qui sont aussi régulièrement remises sur le tapis par les institutions de l'Église catholique. Bon, est-ce qu'on ne peut pas réussir enfin à trouver une modalité qui permette aux uns et aux autres de favoriser la paix, notamment dans le statut international de Jérusalem. Oui. Concernant l'Europe, vous venez d'insister sur une nécessité d'explicitation. Oui. Vous la voyez comment? Est-ce que ça peut passer par l'éducation, notamment à l'école? Oui, oui. Ça le passe déjà. Alors simplement, il faut regarder la qualité des manuels et la façon dont les choses sont présentées. Bon, par exemple, faire un manuel franco-allemand, c'est présenter le point de vue des uns et des autres. Ouais. Voilà. Et ça, c'est autre chose que faire une histoire purement nationale. Bon, déjà. Ensuite, c'est la qualité aussi des acteurs et des protagonistes. Voilà, on ne peut pas dire sans chercher à décrédibiliser le Parlement, même si le Parlement a des prérogatives de plus en plus conséquentes, qui est toujours brillé par sa clarté. Ensuite, nous sommes responsables aussi, faut le dire, de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Pour parler clair, si le Parlement européen est un déversoir d'anciens ministres ou de personnalités de second ordre qui n'ont qu'un intérêt assez relatif pour le travail européen, qui sont plutôt dans une rente de situation, si on modifie les règles, puisque vous savez, on va arrêter le découpage en grandes circonscriptions électorales, mais on aura un seul scrutin avec une seule liste nationale, etc. C'est pas la même chose. Bon, ensuite, quelle est l'éducation qui est faite aux enjeux d'une interaction entre les différents pays européens, concrète, avec des échanges scolaires, universitaires ou autres, mais aussi des jumelages, tous ces acquis-là qui, pour certains d'entre nous, sont évidents, ne relèvent pas de l'évidence. Et c'est à travailler en permanence. C'est surtout ça la leçon, me semble-t-il, qui importe. Bon, voilà, quelle est notre connaissance des langues? On constate que régulièrement, en France, le niveau en allemand baisse. Parce que bon, c'est notre premier partenaire, etc. Bon, il y a quand même des choses qu'il faut vraiment, dans certains cas, prendre à bras-le-corps. Et l'effort énorme que font les institutions européennes en matière de traduction, en matière de préservation des patrimoines locaux et autres, et malheureusement, c'est un effort très louable, traduire en 27... c'est laminé aussi par un rouleau compresseur économique puissant qui est plus fort que l'Europe sociale de marché, qui est généralement proposée comme l'idéal un peu moyen pour essayer de faire avancer l'ensemble. Voilà. Donc des enjeux difficiles. Bon, alors il se trouve que le dernier trimestre, je suis allé successivement en Pologne, puis en Roumanie. Pologne, bon, je vais dans une université flambant neuve à Gdańsk, dans le pays de Solidarnosc.
et de Lech Walesa, qu'on a un peu mis de côté, on ne veut plus tellement l'entendre parler. Bon, 75 ans, alors, il y a encore des choses à dire, important de l'histoire. Plus tellement entendre parler de solidarité dans un musée flambant neuf. Les Français ont été très 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 liés à la Pologne, et on connaît des amis qui ont accueilli des réfugiés polonais, c'est pas si vieux que ça, avant la chute du mur de Berlin. On est en train de nous dire que cette histoire-là, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Avec les collègues polonais, on va faire des conférences en français et en anglais. Ah non, vous ferez tout en français et en polonais, vous ferez tout en anglais. Bon. Alors on comprend aussi que les fonds européens ayant pas profité de la même façon à tous, un certain mécontentement se fasse aussi sentir en Pologne. Bon, voilà le cas polonais avec des gouvernements qui sont assez marqués par un certain populisme qui est aussi un rouleau compresseur qui avance dans toute l'Europe. Pas forcément péjoratif dans ma bouche de parler de populisme. Attention, parce que quand on fait peser une charge trop forte sur un certain nombre de pays, je pense par exemple à la répartition des migrants, un certain nombre d'accords avaient été faits entre les pays européens qui n'ont pas été respectés. Donc on a fait peser la charge fortement sur l'Italie. Et l'Italie n'en peut plus. Elle a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Donc conclusion n'étant pas écoutée, on a fait basculer les régimes. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, deuxième voyage en Roumanie. La Roumanie et la Bulgarie sont les pays à la traîne de l'Europe. Corruption, elle est terrible. L'Europe essaie de faire tout ce qu'elle peut pour remettre à flot ces pays. C'est très difficile parce que les fils et filles des agents de la Securitate, de la police de Ceausescu, cette année, on fête aussi, entre guillemets, 30e anniversaire de la Révolution roumaine. Ils sont plus malins que leurs pères. Les fils sont plus malins que leurs pères. Leur père avait le pouvoir politique, et leurs fils ont le pouvoir politique et économique. Et ils sont très très doués pour détourner et pour dissimuler les fonds. Donc plus l'Europe essaie de contrôler et à juste titre, des fonds européens qui arrivent quand même en centaines de millions d'euros, c'est pas rien, plus les mécanismes aussi d'emprise sont conséquents. Et ces pays-là, je pense aussi aux autres pays d'Europe centrale et orientale, ont bénéficié, pas dire de la manne européenne, parce que le budget est quand même pas si important que ça, puis les structures technocratiques ne sont pas si technocratiques que ça par rapport à l'ensemble que l'on représente de plus de 350 millions de personnes. Voilà, ça a du mal à avancer. Oui, allez-y. J'ai été à Auschwitz cette année, et j'ai été frappée, j'étais d'abord très marquée personnellement. J'ai été frappée du nombre de jeunes qui sont présents, je ne sais pas si probablement. Oui. Et puis je voulais dire aussi, que dire par rapport à la puissance de la Chine ou des États-Unis, qui sont aussi des autres valeurs. Première chose, ce que vous évoquez, les voyages de jeunes, des initiatives dans ce registre, ce qu'on appelle les trains de la mémoire et autres, sont absolument indispensables. Aujourd'hui, il faut donner aussi aux jeunes cette mémoire-là. Ça passe par une expérience quasi physique des lieux. Mais j'attirais votre attention sur le fait que, en France, il y a beaucoup de lieux d'internement qui sont encore très méconnus. J'habite en banlieue sud. Un certain nombre de nomades, Digan et autres, ont été parqués à Montlhéry. Peu de gens qui connaissent cette histoire-là. Et la mémoire est souvent une mémoire honteuse. Donc, si l'Europe aussi n'arrive pas à se constituer comme puissance suffisamment organisée, effectivement, un certain nombre de grands pays, grandes puissances qui prennent le relais, je pense à la Chine et autres, qui ont des besoins considérables, ne feront pas tellement de cadeaux. Il n'y a pas tellement d'autres lois que celle de l'intérêt.
Or, c'est là qu'il faut préserver aussi un espace de transparence, de compétence, d'expertise sur les situations. D'abord, celles que l'on vit en Europe. Le cas de la Chine est un cas tout à fait emblématique d'une forme de présence de plus en plus grande, qu'on aurait pu dans certains cas aussi éviter. Je ne suis pas pour un patriotisme économique absolu, mais regardez ce qui s'est passé en Grèce. La prise de contrôle progressive du Pirée est liée à des erreurs d'appréciation des situations, notamment où sont liées des grandes banques étrangères, notamment Goldman Sachs, qui ont truqué les comptes avec une certaine passivité des instances grecques et qui nous ont conduit à la mise en place de ce qu'on a appelé, pour faire court et rapide, la Troïka, avec des mécanismes de régulation budgétaire et autres d'orthodoxie qu'il faudra revoir, parce que même la France est en train de sortir des clous des 3% de déficit du budget public. Bon, bref, PIB, et a eu pour conséquence l'abandon de la souveraineté des ports grecs, qui a été vendu morceau par morceau, et qui est maintenant passé à la Chine. On aurait pu largement éviter ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus être totalement naïf. Un certain nombre de mécanismes d'ajustement, je travaille notamment avec un philosophe spécialiste de l'Europe qui s'appelle Jean-Marc Ferry, doivent aujourd'hui être ajustés, si on veut que l'essentiel, et peut-être même que des progrès puissent être faits en Europe. Des propositions, des préconisations peuvent aujourd'hui, si elles sont valablement discutées, être envisagées. Il y a un point qui m'importe plus, c'est l'article 7 du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne prévoit un dialogue interconvictionnel, interspirituel, interreligieux, interculturel, franc, direct et transparent. C'est-à-dire que l'Europe ne peut progresser si elle ne réussit pas à organiser des espaces de discussion, de coopération avec toutes les forces culturelles, spirituelles, convictionnelles qui la traversent. Or, ces dernières années, on a quand même vu, ça c'est pas aussi, c'est quand même relativement objectif, que certains avaient plutôt tendance à nous pousser, nous autres, chrétiens et autres, sur le côté. Or, on sait assez bien aussi, là c'est de la sociologie électorale et politique, que globalement les chrétiens sont plutôt favorables à l'Europe, mais pas n'importe comment. Et donc là, on est en train de perdre aussi de l'adhérence à cela, pour des raisons qu'on pourrait quand même, dans certains cas, corriger. Donc, vous voyez, je pense que dans certains cas, on ne se donne pas les bons lieux et les bons moyens. Et bon, quand on discute avec Jean-Marc Ferry et d'autres, quand il dit « Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne réussirions pas à sortir d'une coopération intergouvernementale sur le coin de la table et plutôt dans la diplomatie secrète », c'est un peu le style de François Hollande. François Hollande, je vais discuter un peu de côté avec Angela Merkel et puis on va se mettre d'accord, les autres ne sauront pas et puis on va avancer quand même. Ça ne marche pas. Les gens aujourd'hui sont majeurs et vaccinés, ils ont besoin de savoir les choses. Voilà, et puis sans rentrer dans la politique politicienne, je pense pas, mais ça peut se discuter, que le point de vue de notre président actuel, Macron, de vouloir cliver en disant les bons, c'est nous, les méchants, Salvini, c'est les autres, ça va pas donner des résultats très très prometteurs, parce que les gens se rendent compte effectivement que les autres ne disent pas que des bêtises et que chacun doit prendre aussi sa part et sa responsabilité. Donc là, il y a vraiment tout un peu un logiciel à revoir. Et donc, passer d'une coopération intergouvernementale renforcée, parce que il y a le Conseil mais il y a la Commission,
a véritablement une formulation plus achevée de notre destination commune, ça demande à être aujourd'hui réfléchi. Je donne un seul exemple pour me faire comprendre. Est-ce que, voilà, c'est des hypothèses, prenez-le pour autre chose que comme une hypothèse. Si chaque Parlement, c'est-à-dire, la coopération entre parlements mériterait d'être renforcée. Chacun y va un peu de son égoïsme national et la constitution des grands groupes parlementaires européens est particulièrement problématique. Je ne rentre pas dans le détail de l'explosion progressive du PPE qui est en train de se mettre sous nos yeux et l'effondrement d'un certain nombre de partis européens. Mais si chaque faisait une liste, voilà, disons ça à titre d'hypothèse, vraiment prenez-le comme une hypothèse, de 10 personnes pouvant représenter valablement, et ça c'est compliqué, les intérêts de l'Europe, et que celui qui porte l'ensemble du projet, avec d'autres, puisse être désigné au suffrage universel, alors là, nous serions dans un projet tout à fait différent, tout à fait de grande ampleur. On donnerait une face à ce projet européen. Aujourd'hui, qui connaît M. Juncker ? De nom, bah oui, de nom. Donc, quelle est sa position ? Voilà, l'ancien Premier ministre luxembourgeois qui porte à bout de bras l'Europe, après un certain nombre de personnalités, je pense notamment à M. Barroso, qui ont été particulièrement déficientes. Voilà, donc on doit aussi prendre acte qu'on n'a pas toujours eu et les situations politiques ne l'ont pas permis. Donc quand on fait aussi le tour des 27 commissaires ou 28 commissaires européens, et que ce n'est pas en fonction des compétences, c'est en fonction d'éventuels coups à prendre ou ne pas prendre que se sont fait des désignations. Il faut un Hongrois, il faut un Polonais, et certains se lancent sur des sujets dont ils ne sont pas compétents, simplement parce que ce n'est pas des domaines qui vont être discriminants pour eux. Pourquoi est-ce que vous trouvez un Hongrois, par exemple, à la culture ? C'est qu'il n'y a pas tellement de coups à prendre, et quand on n'est pas trop européen, on va se porter sur la culture. C'est dommage, parce que la culture, c'est quand même un secteur très intéressant. Et l'avenir de l'Europe passe par. Qui c'est qui nomme ces gens ? C'est la répartition intergouvernementale qui fait que. Vous voyez, donc c'est aussi ça qui est en cause. Alors c'est juste un minuscule détail, puisqu'on parle de culture et de christianisme aussi. On dit tous ce que vous avez dit tout à l'heure. Simone Veil et son mari sont rentrés au Panthéon. On le dit tous. Quand on réfléchit à ce qu'on dit là, ça suppose un reniement formidable de ce à quoi on croit, c'est-à-dire qu'en fait, leur dépouille mortelle est rentrée au Panthéon. Mais on ne dissocie plus la personne de son cadavre. C'est une perte culturelle. Ça a l'air insignifiant, moi je ne suis pas sûre que ça le soit. Et je me demande si ceux qui sont porteurs de cette distinction-là, entre le cadavre et la personne, s'ils se taisent, on n'a plus grand-chose à faire peut-être d'une tradition qui là ne chante plus. Il ne chante plus quelque chose de l'ordre de l'espérance quand même. Oui. Sinon, on n'est que des cadavres qui vont rentrer au Panthéon ou ne pas y rentrer. Ou ne pas y rentrer. Alors sur la cérémonie même de panthéonisation, il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que c'était le meilleur moyen ? Voilà. Mais c'est vrai que ce dont on parle ici n'a rien à voir avec effectivement la panthéonisation. Voilà. Oui. Oui. Je ne suis pas en train de défendre les privilèges des parlementaires européens, mais est-ce que on entend souvent l'idée que ça coûte cher, l'Europe, et tout ça, et tout cet argent qui part là-dedans. Est-ce qu'on ne peut pas le comparer au coût d'une guerre intra-européenne, voire d'une guerre mondiale ? Il y a quand même une certaine différence. De la même manière qu'au niveau national, les députés et autres, leur salaire, on nous fait tout un pataquès là-dessus. C'est quand même préférable à une guerre civile aussi. Alors, ça me fait un peu penser à la citation, je crois, de Victor Hugo, qui est « L'éducation coûte cher ». Vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance, quoi. Oui, alors c'est ce qui est aussi très, très compliqué en ce moment, je n'ai pas abordé la question, c'est la reconfiguration du Parlement européen, parce que Brexit or not Brexit, on est plutôt parti pour le Brexit, donc un certain nombre de postes sont gelés,
il y avait eu un élargissement, mais en même temps, il y a la volonté actuellement de réduire le nombre de parlementaires européens. Et ensuite, l'interaction entre les parlementaires européens et les parlementaires nationaux n'est pas aussi flagrante qu'on l'aimerait. Or, une grande partie de notre législation, si ce n'est les 3/4 et les 4/5, doivent être conformes aux orientations européennes. D'où la question, qui détermine les normes européennes? Est-ce qu'elles sont valablement contrôlées? On voit bien que dans certains cas, ça part dans le délire. Et oui, donc regardez les normes de sécurité, regardez un certain nombre de trucs qui sont tombés sur la planète Mars, et qui ne sont pas l'objet de négociations suffisantes et d'une réflexion suffisamment approfondie. Et ça a des conséquences graves. Je parle aussi là de choses qui me tiennent à cœur, que je dénonce d'ailleurs régulièrement. Voilà. L'Europe ne peut se constituer que si elle a aussi une politique commune en matière de contrôle des frontières. C'est indéniable. Chaque pays et chaque ensemble culturel ou politique a le droit de réguler ses entrées et ses sorties. Bon. La mise en place d'une politique européenne est très difficile. Un certain nombre d'organismes ont pris un peu la main sur cette question-là. Et il y en a un dont j'ai régulièrement à citer le nom parce qu'il est dans mon collimateur. Ça s'appelle Frontex. Cette officine privée, composée d'abord de techniciens très très forts au plan informatique et autres, a réussi, au nom d'une idéologie assez sécuritaire, à imposer ces vues qui ont été après ratifiées, bien entendu, par les instances européennes. Mais si vous regardez concrètement le détail des méandres et des chassés-croisés que l'agence Frontex a imposé a fait reconnaître pour l'accueil des immigrés, c'est c'est ni fait ni à faire. Exemple, les hotspots, les points de concentration, on va pouvoir vérifier l'éligibilité d'un certain nombre de personnes pour rentrer dans l'Europe. Est-ce qu'on les fait sur les territoires européens ou est-ce qu'on les fait en dehors? Il y a un vaste chassé-croisé de cette question dont les parlementaires européens eux-mêmes ne savent plus très bien où ils en sont. Est-ce qu'on les fait en Libye, avec les conditions d'insécurité qui sont celles de la Libye et d'atteinte régulière aux droits de l'homme, ou est-ce qu'on les fait sur les côtes en Grèce? Ensuite, vis-à-vis d'un certain nombre d'États qui sont des États assez puissants, je pense à la Turquie, qui menace régulièrement. Est-ce qu'on réagit avec souplesse, avec fermeté? Est-ce qu'on déverse quelques centaines de millions d'euros, et si ce n'est plus, qu'on le fait pour avoir la paix? Vous voyez, quand je discute avec des responsables de la sécurité et autres, Jérôme Vignon, pour ne pas le nommer, des gens qui sont engagés aussi dans la construction européenne depuis longtemps, responsable des semaines sociales, anciens, en France, on dit mais il suffit que la Turquie déverrouille les passages et nous recommençons dans des grandes tensions et dans des grandes difficultés de gestion. Vous voyez bien que les routes de migration sont en train d'être détournées par l'Espagne en ce moment, après être passées par l'Italie. Donc vous voyez, quand Frontex et les agences liées décident l'armement, parce que c'est ça, et des programmes de sécurité, surtout le front oriental, Biélorussie, qui n'est pas un pays d'une grande capacité démocratique en ce moment, ou d'autres pays, est-ce qu'il y a un contrôle un peu démocratique de ce qui se passe? Ben oui, mais si vous voulez, c'est ça qui m'agace, c'est-à-dire c'est cette absence suffisante de prise en charge démocratique des questions qui sont des questions fondamentales. C'est la sécurité, bien entendu, mais c'est aussi le respect des droits de l'homme. Les gens ne fuient pas tous leur pays par simple confort.
Si les gens quittent la Syrie, s'ils quittent l'Érythrée, les principales routes de migration, c'est d'où elles viennent aussi, c'est parce que nous ne faisons pas le travail sur place pour désamorcer les conflits, pour faire en sorte que la paix revienne, etc., etc. Donc voilà, c'est là les questions. On voit ce que dit très bien le pape, c'est que tout est lié. Nous sommes en interaction permanente. Donc tant qu'on ne confie pas la question du développement, de la paix, etc., à un certain nombre de pays, voilà, les situations de grande fragilité comme celle que nous traversons nous impactent. J'ai pas plus à dire. Simplement, soyons responsables. Le défi des prochaines élections européennes est considérable. La Roumanie, aux dernières élections, le taux de participation était de 26%. Dans des pays, je le redis, et sans être polémique, ont bénéficié le plus des fonds européens. Donc, si c'est je vais jusqu'au bout, si c'est l'apathie démocratique, c'est les extrêmes qui sont surreprésentés, quels qu'ils soient. Dans tous les cas de figure, c'est imparable. Donc, quel type de représentation pourrons-nous avoir ? Alors que même aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire sur la représentation de nos élus dans l'espace parlementaire français. C'est très très évident. Donc si on ne passe pas à un stade d'une certaine proportionnelle, un certain nombre de gens ne se sentent pas représentés. Alors quelle va être la nature du débat de ces élections européennes quand on voit la désaffection justement de nos populations pour les grandes enquêtes nationales? Il faut vraiment qu'il y ait un débat qui soit très fort. Si on veut vraiment que cette Europe elle revive et que, comme on a entendu Simone Veil parler tout à l'heure, que ces grandes idées continuent à avancer, il faut vraiment qu'on structure le débat à l'échelon national. Mais pour l'instant, il est très très peu structuré et vous le savez bien, on est un peu dans d'autres questions. Simplement, les élections sont au mois de mai. On a encore le temps de réagir et prendre peut-être sur un certain nombre d'éléments d'autres directions. Mais je le dis, quand les gens ne se sentent pas représentés, ils ont des comportements qui sont en conséquence. Et donc on a déjà essayé, y compris dans le Parlement français, de rétablir une dose de proportionnelle. Désolé, je pense qu'il faudra revenir aussi à des idées aussi qui sont plutôt respectueuses. Moi, je préfère que les gens, y compris quand ils ne sont pas de mon bord, puissent être, dans certains cas, dans l'arène et pas en dehors. Parce que dans l'arène, on peut discuter, et dans une légitimité. Quand on est en dehors, on ne peut pas trop discuter. Et ça devient beaucoup plus difficile, en tout cas. Donc, sachons, être à l'écoute des voix, je terminerai par là, comme celle de Simone Veil, il y en a d'autres aujourd'hui qui ont des choses à dire sur la construction des idéaux qui nous permettent la paix, la solidarité et la fraternité. Voilà.